Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour et merci de nous rejoindre pour l'entretien. Nous sommes le dimanche 1er mai 2022, journée fériée, chômée et payée en l'honneur des travailleurs. Une journée qui se célèbre chez nous au Bénin dans un contexte, vous le savez, de négociations sur la revalorisation des salaires et du SMIC, deux revendications majeures des travailleurs sur lesquelles le gouvernement se penche officiellement et sérieusement à son rythme, avec l'issue de la dernière rencontre tenue entre le chef de l'État et les responsables syndicaux. La célébration du 1er mai cette année est-elle particulière? Que représente justement ce 1er mai-là pour les travailleurs? Comment se porte la lutte syndicale sur le régime en place? De sa position d'aujourd'hui, observateur, puisque ayant passé le témoin, Pascal Todjinou va nous édifier. Vous l'avez compris, l'ancien secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin est notre invité de ce 1er mai. Monsieur Todjinou, bonjour, merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour madame, je suis très heureux de faire ma première sortie en 2022 avec une dame. Ah, c'est la première. Ah ben, c'est tout un plaisir pour moi. J'espère que vous allez vraiment bien. Hein. Ça va. D'accord. Et comment vous passez vos temps libres? Je ne veux pas parler de retraite, même si c'est le cas, mais vos temps libres à vous, vous les occupez à quoi? Ou bien vous restez chez vous à Porto Novo là-bas, loin du bruit de Cotonou? Non, je passe mon temps de façon très reposante, mais aussi active. Parce que je suis entre Cotonou, Porto Novo et mon village connu comme, qui a le nom Afamé, dans la commune de Bonou. Donc je fais le pont pour ne pas rester vraiment tout le temps au lit ou à réfléchir. D'accord. Et la conférence de presse, la gestion des travailleurs, peut-être les sit-ins et autres, ne vous manque-t-il pas? Non, vous voyez, moi j'ai passé le thé, mais j'ai passé beaucoup de temps dans les mouvements depuis 1966 que j'ai commencé ces activités jusqu'à aller au syndicat où j'ai passé environ 25 ans dans le mouvement syndical. Je trouve que c'est suffisamment important pour que je me repose. Mais, oui, le repos, il est acquis. D'ailleurs, vous êtes à la retraite, mais après autant d'années en mouvement syndical, en lutte, dans la lutte syndicale, il doit pouvoir, je ne veux pas dire regret, mais avoir cette envie peut-être de retourner, de revivre certaines choses, d'être au fait au devant de la scène. Non. Moi, quand je passe la main, je passe la main. Je ne passe pas la main en disant, en voulant voir ce qui se passe encore là-bas. Par contre, si on me demande des conseils, je suis disponible. Non seulement ma disponibilité n'est pas seulement pour la CGTB, mais aussi pour toutes les autres organisations syndicales. Et quand elles m'en demandent, je fais un effort pour me rendre disponible. D'accord. Donc, cette nouvelle génération à laquelle vous avez passé le témoin continue de compter toujours sur vous. Ah oui. Non, je crois que je suis une personne ressource à laquelle certains me font face et je donne moi mon point de vue en tant que conseiller, non pas en tant que quelqu'un qui exige d'eux. Non. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Todjinou, nous allons consacrer la première partie de cette émission, de cet entretien à l'actualité, puisque vous l'avez certainement suivi. Il s'agit de cette rencontre entre le chef de l'État et les responsables des centrales syndicales représentatives qui a porté sur la revalorisation du salaire et du SMIC. Eh bien, à l'issue de cette rencontre-là, on a entendu beaucoup de vos camarades s'exprimer là-dessus. Par exemple, il y a M. Mampo de la CSTB qui estime que les échanges ont accouché d'une souris. Êtes-vous du même avis quand vous considérez un peu l'ordre du jour, le contenu des échanges et l'issue des échanges? Bon, moi je crois que c'est un grand débat. C'est un très grand débat. Chaque organisation a sa philosophie syndicale. Oui. Pour ce qui concerne le cas que moi j'ai vécu, oui, je crois que
c'est une manière plus scientifique d'organiser les séances. Et c'est la première fois de l'histoire de mon pays, jusqu'à moi, que le chef de l'État lui-même s'assoit et dit, bon, voilà comment on va faire. Non. Avant, c'était les ministres qui négociaient avec nous. On va rendre compte au chef de l'État. Le chef de l'État, en conseil des ministres, décide de faire autre chose. On revient en arrière et on bavarde, on passe tout le temps. Je crois que, bon, moi je vais parler en tant que quelqu'un qui n'est ni pour quelqu'un, ni contre quelqu'un. Dans ces conditions-là, je dis que c'est la première fois que moi je vis ça. Sauf cas extrême où nous avons négocié avec le chef de l'État, feu Mathieu Kérékou, de 18h jusqu'au lendemain matin à 5h. Il était en éveil, par contre des ministres dormaient. À part ce cas, je dis bien, c'est la première fois que je vis ça. Maintenant, le contenu. Je crois que, en tant que syndicaliste, quand vous négociez, vous obtenez quelque chose, il faut prendre ça d'abord. Tout en négociant d'améliorer ce qu'on a obtenu. Ça, c'est l'école de formation syndicale qui indique ça. D'accord. Même si vous apprenez ça sur le tas, il faut savoir incorporer ça dans votre circonstance. Est-ce que vous voyez? Donc, il est important de dire, oui, nous avons obtenu quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Alors, lorsque j'ai écouté les différentes interventions et pratiquement une première conclusion où on dit, bon, le principe d'augmenter les salaires est retenu. C'est déjà un point. Deuxième chose, c'est que on a proposé d'augmenter le SMIC jusqu'à 52 000 francs. Ça, c'est également important. La grande question est de savoir si les employeurs, parce que c'est ça le vrai problème, hein, pour ce qui concerne le SMIC, si les employeurs sont d'accord pour ça. J'ai vu à table le président du Conseil national du patronat du Bénin avec ses collaborateurs. J'ai vu les ministres. J'ai vu les responsables des confédérations centrales syndicales. Est-ce que, de façon concrète, ils se sont entendus et puis consignés dans un document que chacun a signé? Parce que c'est ça le vrai problème. Le SMIC n'est pas facile à déterminer. Le SMIC du Bénin est particulièrement ridicule en tenant compte du coût de vie au Bénin ici. Donc, si je vous comprends bien, vous estimez que quand même les lignes ont un peu bougé, que ce n'était pas réellement une souris que cette rencontre a accouché. Non, je ne connais pas la grosseur de cette souris. Parce que quand on dit... Non, mais quand on dit une souris, on connaît bien. Ah non, il y a des souris assez gros. Peu importe sa taille, elle ne va pas atteindre un lapin non plus. Hein. Non, il y a quand même des souris. Connaissant la ligne de la lutte syndicale de la CSTB, on imagine bien la minuscule souris. Et en dehors même de la CSTB, on a constaté une déception générale des autres confédérations. Il y a la COSI Bénin qui estime que tout est urgent. En fait, il n'y a pas eu de concret. Il faut attendre jusqu'en novembre pour espérer ce qui n'est pas encore une garantie. Vous ne comprenez pas toutes ces réactions? Non, moi je crois qu'il y a deux choses. J'ai dit tout à l'heure que en tant que responsable syndical, nous devons tout faire pour reconnaître que s'il y a un petit progrès là, il faut prendre ça d'abord. D'accord? Si c'est ça, le progrès là qu'on qualifie de souris, si on ne précise pas que c'est une grosse souris ou bien une petite souris, là, moi je resterai toujours
parce qu'on connaît la souris. Maintenant, par rapport à l'intervention des autres qui estiment que c'est un pétard que d'aller jusqu'en novembre là-bas, c'est normal. On a faim, madame. Mais on n'est pas sans savoir ce qui se passe également dans le pays Alors, et dans le monde. Non. Il ne faut pas diluer le débat. Non, mais je le dilue pas. On n'ira pas dans le monde. Moi, je suis au Bénin ici. Mais le Bénin n'est pas hors du monde. Oui, le Bénin est dans le monde, mais moi, je suis concret. Je discute avec mon gouvernement. Je discute avec le gouvernement mondial. Non. Chacun a ses réalités. Oui. Ce qui se passe ici, ce n'est pas la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la même chose au Mali. Donc, moi, je me retrouve dans mon monde à moi. Et c'est pour cela qu'on ne va pas dire, bon, ce qui se passe dans le monde, non. C'est une manière de diluer les revendications des travailleurs. Par voie de conséquence, je reviens pour dire que si les gens qualifient d'une certaine lenteur à concrétiser cette position du gouvernement, mais c'est tout à fait normal. Vous savez que la vie est chère et tout est très cher. Hein? Ce qui coûtait 10 francs aujourd'hui, vous allez retrouver ça à 15 francs, alors que le salaire n'a pas augmenté. Si on décide d'augmenter le salaire, il faut que ce soit immédiatement. Même si c'est un peu, il faut que ce soit immédiatement, au lieu d'attendre jusqu'à un temps infini. Je crois que ceux qui ont dit ça au moins, je crois qu'on doit les apprécier. Et je dis, on doit les apprécier positivement. D'accord? Mais quand on dit que ça a accouché d'une souris, c'est bon. Ça veut dire qu'il faut dire au gouvernement que ce qu'il est en train de proposer là, c'est peu. Je crois que c'est le principe qu'il faut retenir et non pas cette souris qui n'a aucune valeur. Non, moi je ne peux pas rentrer dans ce débat. D'accord. Alors, que pensez-vous du principe retenu par les différents acteurs? Par exemple, il y a la hausse du SMIC à 30%, vous l'évoquez, la suppression de la hiérarchisation et surtout une augmentation différenciée des salaires par palier de façon à impacter les plus bas salaires. Attention, la hiérarchisation est tout à fait importante. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? On risque de trouver celui qui est à 100 000, dépassé par celui qui était à 50, 70 000. Il faut cette normalisation-là, obligatoirement. Maintenant, s'il y a un système qui consiste à dire, bon, mais si on augmente le SMIC comment vous appelez ça, de 30%, de 30%, celui qui était à 100 000, on va augmenter son salaire aussi de 30%. Ah, si c'est ça, la question de la hiérarchisation disparaît. Est-ce que vous voyez? Par contre, le SMIC doit tenir compte de l'effort que les travailleurs du secteur privé consentent. Sinon, la production même ne va même pas en tenir compte. Parce que si je sais que je gagne 40 000 francs et que je vois la production là, ce que ça donne. Il y a des gens qui sont au niveau des caisses. Oui. C'est pour cela que vous allez constater, hein, les agents du ministère des Finances, ils voient ce qui rentre dans la caisse de l'État. Oui. Et la manière dont les différents gouvernements utilisent ces fonds-là. Et c'est pour ça qu'eux, ils exigent un certain nombre de choses. On est obligé de leur consentir ça rapidement. Donc, si on vient au niveau du privé, le privé doit comprendre que, en réalité, le travailleur n'est pas une chose. Et que les fruits de la production doivent profiter aussi aux travailleurs. Et par voie de conséquence, le SMIC, si le SMIC est minime et que le DG est à 5 millions par mois, le directeur général est à 4 500 000 par mois, et ainsi de suite, jusqu'aux directeurs qui sont à des millions, ils ne travaillent pas. Le travail
il ne va plus produire comme cela se doit. Mais s'il sent que, pendant que ça augmente là-bas, lui aussi, il sent l'augmentation, il se mettra à la tâche et va dire, plus je travaille et que ça apporte, plus j'aurai une augmentation de mon salaire. Et vous allez constater, les entrepreneurs qui tiennent compte de ce facteur-là, oui, vous allez voir que ça marche toujours chez eux. On a déjà décidé de ça en début d'année 2022. Et j'ai même dit que, Excellence, Monsieur le Président de la République, ce n'est pas les salaires, les travailleurs en activité seuls qui sont concernés par l'augmentation des salaires, mais même ceux qui ont déjà travaillé, qui sont à la retraite, ils doivent en bénéficier. J'ai été heureux de constater que le chef de l'État en a tenu compte. Mais moi, je suis pressé de bénéficier de ça. Parce que vous êtes dans le cas. Parce que vous êtes dans le cas à la retraite. Non, c'est pas ça. Si je parle je là, c'est pas je, Pascal, mais c'est tous ceux qui sont concernés. Les travailleurs en activité comme ceux qui sont à la retraite. Mais si on décide de ça et que c'est dans quelques 4, 5, 6, 7 mois qu'on va commencer à jouir, ce différenciel-là est très grave. Parce que dès qu'on a annoncé en début d'année, et on va à la fin de l'année, ce n'est plus une annonce pour 2022. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des paramètres à prendre en compte pour pouvoir honorer une masse salariale. Pour augmenter une masse salariale, il faut des consultations, M. Todjini. Consulter qui? C'est comme l'histoire de passe avant. Vous avez vu comment ça s'est passé? On l'a chassé, on a rejeté le passe. Donc FMI, Banque mondiale, ne peut pas dicter le niveau de salaire dans un pays. Non. Le niveau de salaire se détermine à partir de la production nationale. Justement, vous y revenez, donc le produit intérieur brut normalement. Dans tous les cas, je crois que ça c'est une norme que vous êtes en train de sortir encore là maintenant. Moi j'estime... Non, vous-même vous le savez, vous avez passé assez d'années dans la lutte syndicale pour savoir que l'augmentation salariale, M. Todjino, ça ne peut pas se faire sans certaines considérations, surtout que nous sommes dans un contexte où les valeurs changent, la guerre en Ukraine a tout gâté, et puis nous n'avons pas fini également de parler de la Covid. C'est tout comme si les travailleurs ne comprennent pas en réalité le gouvernement. Est-ce à dire que les syndicalistes ne doivent pas du tout comprendre, compartir à ce qui se passe? Bon, moi, je suis très heureux que ce soit un travailleur qui dit ça. Non, je suis très contente de vous, madame. Ça veut dire que vous appuyez les employeurs. Ça veut dire que votre employeur, là, qui vous utilise là, vous ne voulez pas qu'il vous augmente. Non, mais je n'ai pas dit cela non plus. Non, je ne fais que évoquer des faits. Les arguments que vous avancez. Tous. La guerre en Ukraine, ça s'est déclenché quand? Le principe de l'augmentation des salaires, c'est depuis longtemps, même avant que moi je ne quitte l'arène syndicale. Qu'est-ce que ça vient? La pandémie... On l'évoque au fait dans ce contexte, justement, c'est vrai que c'est une vieille revendication, elle ne date pas d'hier, mais elle est évoquée, traitée dans ce contexte dont on parle justement. Non, je crois que ce n'est pas bon d'évoquer. La guerre de l'Ukraine, qu'est-ce que ça nous dit? Ils savent ce qu'ils sont en train de faire là-bas. C'est comme un pays qui dit qu'il soutient la guerre de l'Ukraine. Vous faites quoi? Donc, pardon, laissez la guerre de l'Ukraine. Vous savez, si un pays veut être indépendant, il doit s'organiser de manière à ce que son indépendance soit réelle. Je parle en toute honnêteté. Et je crois que mon pays s'efforce dans cette indépendance-là. Regardez tout ce qui se passe malgré ça dans le contexte mondial dont vous parliez là. Et on a décidé d'augmenter le salaire. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte des autres, mais on tient compte de ceux qui rentrent dans la caisse de l'État au jour le jour. Ça veut dire que on a utilisé, mais il reste encore quelque chose qu'on est en train de vouloir distribuer
aux producteurs. Donc moi, l'affaire de contexte mondial, l'affaire de la guerre de l'Ukraine, l'affaire de pandémie du coronavirus, ce n'est pas encore l'essentiel, ça. C'est une question de volonté politique. Ah, je veux que mon pays avance. Je veux que les travailleurs soient mieux traités pour mieux produire. Si cette volonté politique est connue par les autorités nationales, y compris les employeurs, je crois que le pays va avancer. Oui, à mon avis. D'accord. On parlait tout à l'heure de l'augmentation différenciée des salaires. Je vous ai entendu que ce n'est pas une bonne idée, mais l'initiative vise à augmenter plus ou revaloriser plus les plus bas salaires que de s'intéresser à une généralisation. Non. L'augmentation différenciée, ça veut dire que on prend la décision maintenant, mais ça aura l'effet plus tard. Donc, ce n'est pas techniquement cela, c'est-à-dire ceux qui gagnent les plus petits, les gagnent petits. Ok. Ils auront une augmentation plus considérable par rapport à ceux qui gagnent un peu plus gros que de mettre peut-être 20% sur tous les salaires. En général, si on calcule comme ça. Si c'est l'indice, c'est la même chose. Par contre, ce que vous venez de dire, que j'ai entendu de la première personnalité du pays, je trouve que c'est également juste. C'est également juste. Parce que je prends les hommes politiques. Dans les réseaux sociaux, on donne leur salaire. Même y compris les secrétaires exécutifs, on les appelle maintenant, y compris le salaire des secrétaires exécutifs. Maintenant, avec ça, les maires, et ainsi de suite, les conseillers, tout ça là. Mais, attends, ceux qui produisent pour qu'ils aient l'argent, pour payer ceux-là, si on ne leur donne pas quelque chose de substantiel, la production va baisser. Parce que plus on avance, plus les gens critiquent les hommes politiques. Plus on avance, plus on critique les hommes politiques. Donc, il faut aussi faire en sorte que les travailleurs aient quelque chose de substantiel pour qu'ils aient la possibilité, non, disons même, le courage de bien produire, qu'ils aient la joie de bien produire. Et sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec le chef de l'État. Oui. Mon accord avec le chef de l'État ne veut pas dire que je suis son conseiller, comme les gens le disent. Non, je ne suis pas conseiller du chef de l'État. Je suis un villageois qui vit dans son village là-bas et qui fait des exécutions à Porto-Novo et à Cotonou. Donc, voilà. Il y a une question qui a été posée aux travailleurs toujours ce mardi-là. C'est de savoir s'il faut consacrer les ressources à dégager par le gouvernement pour augmenter uniquement les salaires des travailleurs ou on peut utiliser une partie pour juguler le chômage des jeunes. Vous, de votre position, comment vous appréciez cette proposition? Non, madame. Le gouvernement fait déjà beaucoup pour recruter. Ce n'est pas dans la cagnotte réservée à l'augmentation de salaire qu'on va faire ça. Non. Si c'est ça, on ne pourra plus rien donner. L'augmentation des salaires, oui, doit tenir compte, effectivement, de tout ce que vous venez de dire. Mais la cagnotte qui est réservée là, la cagnotte là, c'est exclusivement pour l'augmentation du salaire des travailleurs. Donc, on ne peut même pas envisager d'utiliser une partie pour recruter vous? Non. La cagnotte pour recruter les gens, il est payé là. Ça, c'est déjà là. C'est après avoir dégagé... Il faut la prévoir aussi, M. Tadji, il faut prévoir cette cagnotte-là. Non, c'est déjà prévu. Est-ce que vous savez que les recettes web baissent? Si on doit toujours... Les recettes vont quoi? Les recettes sont en baisse, le chef de l'État Qui a dit ça? Je dis non. Parce que, vous savez, ce que vous ne savez pas, hein, nous qui avons fait l'administration publique, nous qui avons fait différents ministères,
nous savons comment nous pouvons vérifier ce qui rentre dans la caisse de l'État. Ça fait un. De deux, tout ce qui sortait un peu partout avant là, le président Talon a réussi à fermer beaucoup de ces trous-là. Mais c'est ça qui fait que... Nous survivons justement malgré les différentes crises dont vous ne voulez pas entendre parler. Mais ces crises-là, tout le monde vit ça. Que ce soit tout le monde moi, vit à des degrés divers. J'accepte que tout le monde vit ça. Si tout le monde vit ça, ça veut dire quoi? Que s'il y a une augmentation, tout le monde doit pouvoir vivre ça là aussi. Si dans la caillotte, on sait que oui, on a fait les routes, ceci, cela, ainsi de suite, quand vous quittez Porto pour venir à Cotonou, arriver à un moment donné, vous vous retrouvez à un niveau donné. Bon, bref. Si on fait tout ça et qu'il reste quelque chose pour intéresser les travailleurs, c'est pas dans la même caillotte qu'on va recruter les 700 militaires. C'est pas dans la même caillotte qu'on va recruter les aspirants. Non. Mais les aspirants sont aussi des travailleurs, M. Todjino. Aujourd'hui, le chef de l'État pense à comment payer 12 mois sur 12 comme le réclament les travailleurs. Mais les aspirants là ne sont pas des travailleurs. Oui. Mais je dis bien, le gouvernement a fait le réglage. Et c'est que le recrutement, ça va me coûter tant. Recrutement des policiers, des militaires, des aspirants, et ainsi de suite, tout ça. Son contenu est déjà connu. On va faire les routes, ça c'est des investissements gros porteurs. Ainsi de suite. C'est après avoir fait tout cela qu'il dit, bon, il y a ceci, cette caillotte-là sera réservée au travail, à l'augmentation des salaires. Ce n'est pas dans ça maintenant qu'on va commencer par dire, je vais donner un peu aux aspirants, je vais donner un peu... Non. Ça ne se fait pas comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, lorsqu'on veut augmenter le salaire, on fait le calcul, on dit, mais si j'augmente tel montant, quel est le nombre de personnes concernées? On fait le calcul, on dit, ça fait ça. Par mois, par an. Vous voyez? Oui. C'est à partir de là, maintenant, qu'on décide de faire. Et c'est parce qu'ils ont déjà fait ce calcul. Et le chef de l'État instruit une commission pour voir, avec tel montant, combien de personnes seront impactées au niveau des travailleurs. C'est ça. Mais est-ce que c'est pas... Si vous êtes employeur et que vous ne faites pas ça, vous êtes dans la nébuleuse. Le budget de l'État, là, c'est comme ça que c'est conçu. Je fais ci, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Et je fais la répartition de ma disponibilité sur tout ça, là. Le budget de l'État, ce n'est pas quelque chose qu'on fait et puis on va puiser encore ici, on va... Ça deviendra ce que moi j'appelle toujours la nébuleuse. C'est une planification. Et on dit... Voilà, au titre de l'année 2022, je réserve ceci pour ça, je réserve ceci pour ça, je réserve ceci pour ça. Et puis, ici, là, c'est urgent. Mais c'est fait, c'est ce qui se fait. Mais si c'est fait, ce qui est prévu pour les travailleurs ne peut plus être fait, ne peut plus faire l'objet de préoccupations des aspirants, ne peut plus être préoccupation des militaires. Mais là, les aspirants ne seront pas d'accord avec vous, puisque c'est comme si ceux qui sont en fonction gardent pour tout ce qui est... Madame, leurs ressources sont déjà prévues. À la limite, ce que vous pouvez dire, est-ce que les aspirants aussi seront concernés par l'augmentation de ça? C'est ça. Mais payer les aspirants, c'est pas ça. Hein. Ou bien, peut-être... Les revendications des organisations syndicales qui consistent à dire il faut porter, au lieu de 9 mois là, il faut porter ça à 12 mois, leur pays. Ça, c'est une revendication. Si ce n'était pas prévu, là, ça continue d'être une négociation. Donc, moi, je crois que c'est pas... J'ai appris que c'est 700 millions, ou bien, je ne sais pas, ou bien 1 milliard, moi, je ne sais pas. Mais ce qui est prévu là, madame, ça, c'est pour... telle activité. Si mon gouvernement, où se trouvent beaucoup de techniciens
en la matière. Beaucoup de gens qui ont déjà négocié avec les organisations syndicales ne peuvent pas faire ça. Il y a quelque chose à y reprocher. C'est une proposition, une projection à laquelle le chef de l'État a demandé aux responsables syndicaux de réfléchir. Non. Ici, ce n'est pas une proposition. Non. Là, ce n'est plus une négociation. Non. La préoccupation des travailleurs a été déjà exprimée. Augmenter le salaire. Et ça, là, ça ne date pas de 2022. Non. Et il a attendu les 5 premières années. Ça n'a pas été fait. 6e année, je pense que ce serait un mandat social. Et c'est comme ça, je l'ai dit, par voie de compte, je vais réaliser ça. Pour réaliser ça, je prévois une cagnotte pour augmenter le salaire des travailleurs. Dès lors que cette cagnotte est prévue, il est arrivé dans ce pays. Madame, on nous a dit, on met à votre disposition 1,5 milliard. Faites-nous de propositions dessus. Mais ce n'est pas là c'est pas la même chose maintenant. On nous a dit, nous syndicats, le gouvernement du feu général Mathieu Koulikou a dit, on a tout fait, on n'a que 1,5 milliard à vous distribuer pour augmenter votre salaire. On est allé travailler dessus, on dit, oh, ça ne donne rien. Et là, on repart à la négociation. Et finalement, on a abouti à une petite revalorisation de 1,5 milliard. C'est ça. Mais ici maintenant, c'est le chef de l'État lui-même qui a fait les simulations nécessaires. Il paraît même que la commission là, lui a rendu compte et dit non, que ce n'est pas satisfaisant. Mais ça c'est. Si c'est vrai, cette opinion qui circule, madame, je dirais que c'est vraiment bon. Que les ministres, avec le ministre des Finances qui connaît le contenu de la caisse et qui a fait des propositions, et le chef d'État dit non. Ça là, c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Le chef de l'État était, bon, c'est ça, était un grand entrepreneur. Il sait de quoi il parle. Ceux qui surgissent comme ça pour devenir président, ils n'ont pas toujours ce réflexe. Ce discernement, oui. Ce discernement, n'est-ce pas? Pour dire, si je donne ça, quel sera son impact sur la vie du travailleur? Et j'estime pour ma part que, en tout cas, je peux retenir l'essentiel en disant, madame, cette augmentation de salaire, c'est une bonne chose. Moi, j'aurais souhaité que ce soit immédiat. C'est-à-dire avant que le chef de l'État lui-même ne vienne rencontrer les organisations syndicales, ça doit être déjà peaufiné, arrêté. Et on dit, bon, c'est ce que le gouvernement veut faire. Si c'est maintenant qu'on va commencer par réfléchir sur la date d'application, ça pose un problème. Et le chef a confié que si ça ne tenait qu'à lui seul, eh bien ça sera immédiat, même le 1er mai. Malheureusement, il y a des facteurs à considérer avant de pouvoir honorer cette promesse. Il ne faudrait pas faire les choses non plus dans la précipitation et se retrouver en difficulté, non, M. Togino? Madame, oui. Le chef de l'État a annoncé en décembre 2021 qu'il va faire en sorte que les ceintures très très serrées là soient un peu desserrées. Et il a annoncé en Conseil des ministres l'augmentation des salaires. Puis il met en place un comité composé des ministres et des techniciens. C'est un argument de marche. Non, parce que l'autorité suprême a annoncé la chose. Dès que c'est annoncé, c'est fini.
les services techniques doivent se mettre tout de suite en branle. Donc la rencontre du mardi n'était pas nécessaire si on ne pouvait pas présenter les chiffres réels, c'est la cela? décision n'est pas prise et de façon concrète, il y a quelque chose qui ne manque pas. Ça veut dire qu'on n'a pas aidé le chef de l'État à concrétiser sa vision. Et c'est très dangereux. Les conseillers du chef de l'État doivent dire, avant que vous n'ayez rencontré les gens, attendons d'abord qu'on s'entende complètement sur la situation. Et dès qu'on va dire, nous avons rencontré le chef de l'État, l'excellence Patrice Talon, qui nous a annoncé telle mesure. Et la concertation même devait avoir lieu entre le gouvernement et le patronat pour que l'annonce soit effective. Ce n'est plus après avoir rencontré le chef de l'État qu'on ira faire un travail. Ça là, je ne me retrouve pas. Pas du tout. Pas du tout, madame. Tout devait être déjà peaufiné. Et lorsqu'on va laisser les gens bavarder, et le chef interviendra en dernier lieu. Bon, voilà ce que nous allons faire. Et là, on sort, c'est du concret. Il n'y aura plus l'affaire de souris, il n'y aura plus l'affaire de singes ou des bœufs. Non. Non. Ça doit être concret. Sur le pourcentage du SMIC proposé pour cette revalorisation, eh bien, il est de 30%, elle l'a évoqué au tout début. Beaucoup estiment qu'on devait plutôt passer de 40 000, soit à 60 000 minimum, ou même, j'ai entendu des anciens secrétaires généraux parler de 100 000, monsieur Todjini. Non, je suis un responsable syndical, disons, compréhensible du niveau de vie et aussi du niveau du développement financier de mon pays. Je suis à la retraite, mais quand même, je ne suis pas dans une tanière, non. Non, je suis. Je ne peux pas dire plus que ça. Donc, à partir de cet instant, je ne peux pas dire, bon, le SMIC va passer de 40 000 à 100 000. Ça là, ça aura d'impact sur les entreprises, mais aussi sur les travailleurs du secteur privé, parce que dès que le salaire va augmenter, il y a une flambée. Non, les gens ne font pas ces calculs-là. Moi, je suis économiste de formation. D'accord? Et je ne peux pas faire n'importe quelle proposition. Non. Je ne peux pas faire n'importe quelle. Et la marge qui est proposée, elle est acceptable, satisfaisante, gérable? Non, elle n'est pas satisfaisante, mais elle est gérable. Parce que lorsque nous avons négocié pour que le SMIC arrive au niveau de 40 000, certains ne sont pas contents. Certains déjà proposaient les 100 000. Certaines organisations syndicales proposaient déjà les 100 000. Mais on a étudié tous les paramètres. Ce n'est pas seulement le niveau de salaire qui est l'élément fondamental, mais c'est le coût de vie dans le pays qui tient compte. Il y a des pays qui sont à moins de 40 000 francs de SMIC. Il y en a. Mais pourtant, quand vous allez dans ces pays, on sait ce qui se passe. Donc, moi, je ne peux pas aller plus loin que ce que je suis déjà en train de dire. Demandons seulement que ce minimum qu'on est en train de proposer là soit appliqué. Et que si on ne supprime pas la hiérarchisation pour trouver la formule que j'avais évoquée avant, il faut qu'il y ait l'hiérarchisation. Sinon, ce n'est pas possible. L'autre question qu'on se pose tous, est-ce que dans notre contexte où le pouvoir d'achat est vraiment compliqué, comme vous le savez, les travailleurs pourront réellement bénéficier
de cette augmentation quand elle aura lieu? Ce sera moindre. Parce que le système d'inflation doit être maîtrisé par le gouvernement en place. Si on ne maîtrise pas l'inflation, et c'est ce que je disais aussi pour l'augmentation du SMIC, si on ne maîtrise pas l'inflation, on va augmenter de 100% le salaire. Ils ne pourront jamais se retrouver. C'est pour cela que nous autres, chaque fois que nous voulons parler, nous parlons de l'augmentation du salaire, mais nous demandons aussi que le gouvernement influe sur l'inflation. C'est important. Sinon, augmenter de 30%, si l'inflation flambe, le salaire risque de revenir sur la revendication, voilà. Il faut encore augmenter. Oui. Là, le gouvernement ne va pas être d'accord. Ah, oui, c'est ça le problème que nous avons. Il faut que pendant qu'on augmente le salaire, que le gouvernement maîtrise l'inflation. Sinon, rien. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont à 5 millions par mois, 10 millions par-ci, ou bien 17 millions comme les réseaux sociaux le disent, ben, ils vont dire non. 17 millions là, il me faut 34 millions par mois. C'est ça. Donc moi, je crois que la notion d'inflation là, si ce n'est pas maîtrisé, il y a des mesures seulement qu'on prend pour maîtriser l'inflation. Que moi, je sais que le chef de l'État actuel connaît. Vous avez justement vu des mesures de soutien aux populations et également de subvention de plusieurs produits qui ont été prises pour toujours essayer de maîtriser tout ce qui se passe. Oui, c'est ça, c'est ce que j'appelle la maîtrise de l'inflation. Oui, on parle de la grève en Ukraine. Oui, mais ça ne va toujours pas, par exemple, M. Todjino. Non. Les prix des hydrocarbures ont été fixés la dernière fois, mais on se retrouve dans une difficulté où le gouvernement a été obligé de revoir les prix parce que non seulement les hydrocarbures sont chers, mais ils ne sont pas disponibles, M. Todjino, pour essayer de mettre à disposition, par exemple, le gasoil et autres, eh bien, les prix ont été revus. Vous ne comprenez pas cette difficulté de l'État, quand bien même vous ne voulez pas entendre parler de cette guerre du tout de votre oreille? Madame, moi je ne suis pas membre du gouvernement pour connaître les difficultés du gouvernement. À partir de cet instant, moi, je crois que, bon, il y a des accords qui nous contraignent à rester figés quelquefois. Mais moi je crois qu'il faut varier les sources. Nous avons du pétrole en Afrique. Bon, vous voyez, ils sont venus détruire la Libye pour nous créer des problèmes. Bon, bref, moi, je ne vais même pas aller là-bas. Mais moi, j'estime pour ma part que non, ce qui s'est passé la dernière fois par rapport au prix, notamment du carburant, c'est normal. C'est normal. Les privés qui ont leur carburant là ont commencé par rétrécir la vente pour obliger le gouvernement à revenir sur sa décision. C'est normal. S'ils achètent, encore que ces privés-là se sont approvisionnés lourdement avant et on a augmenté un peu, ils trouvent que c'est pas peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Du point de vue principe, ceux-là qui s'étaient déjà approvisionnés lourdement en question là, ils ont des produits dedans. Si on augmente, ils ont acheté ça à 1000 francs avant et ils revendaient ça à 1100 francs. Et on a dit, bon, vous vendez ça à 1200. Ça fait dire, les 100 francs complémentaires là, multipliez par le nombre de litres qui se trouvent dans leur... sur la... Ouais, quel monte le bénéfice qu'ils gagnent. Malgré ça, ils ont dit non. Bref, c'est pour vous dire que les arguments qu'on avance et que vous êtes autorisé à développer ici, là, c'est des arguments qui créent des problèmes aux travailleurs. Non, moi je crois que... non, moi, je vous ai parlé par exemple de la décision d'augmenter le salaire. Mais écoutez, madame, avant que votre patron décide d'augmenter votre salaire ici,
Il doit faire toutes les analyses, les investissements. Il y a ceci, il y a ça, ainsi de suite. Et après, le peu qui reste là, non, je ne serai pas seul à bouffer. Je vais partager ça avec vous, les travailleurs. C'est le principe élémentaire en matière de gestion du personnel, de gestion de l'entreprise. Le pays, c'est comme une entreprise. On sait qu'on a besoin des hôpitaux, on a besoin de bonnes routes, on a besoin de ceci, on a besoin d'un aéroport crédible, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lorsqu'on a prévu ce qu'il faut prévoir pour ces gens, on a constaté qu'il reste encore quelque chose. Ce quelque chose, on a mis en place un comité qui doit réfléchir sur comment répartir ça. C'est pas après avoir fait tout ça là qu'on va rendre compte au chef de l'État. Il dit, je ne suis pas satisfait, reprenez-moi ça. Il doit reprendre. C'est quand on a fini de reprendre et que la décision est prête à être prise que le chef de l'État annonce la nouvelle. Mais ce n'est pas quand le chef de l'État est arrivé rencontrer les gens. Est-ce que ce n'est pas les mêmes travailleurs qui vont reprocher au gouvernement d'imposer, ne pas prendre leur avis sur tel ou tel point? Au moins, on vous a vu faire, M. Togino. Madame Douglas, je dis et je répète, du point de vue planification efficace, efficiente, le chef de l'État ne peut pas venir à ce niveau-là pour dire on va réfléchir. Ça là, c'est pas bon. Par contre, si c'est une revendication qui n'a pas encore été négociée, que ça fait objet de pression, le chef de l'État peut venir pour dire voilà, apaisez-vous, je prends en compte votre préoccupation, je vais en discuter, je vais instruire mes collaborateurs pour ça. Mais lui, il a anticipé pour annoncer la nouvelle. Un conseil des ministres a été annoncé. Et j'ai écouté le porte-parole, qui est très éloquent d'ailleurs, vous le savez bien. Bon voilà, il est éloquent et il sait quelle astuce utiliser pour convaincre ceux qui sont là. Bref, donc ça devait être ça, pour moi. Pour moi. Et de votre position? Il y a des planificateurs avec lui. Bien sûr. Il y a des économistes chevronnés avec lui. Même le ministre des Finances, là. Mais le ministre des Finances, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien. Alors, pourquoi ne pas avoir fini ça avant que le chef de l'État ne rencontre les organisations syndicales? Ce n'est pas après avoir rencontré les organisations syndicales qu'on va dire bon, on prévoit ça pour novembre prochain. Non. Et de votre position aujourd'hui, M. Togino Wafou, qu'est-ce que vous attendez finalement du gouvernement sur ces deux sujets-là? Qu'ils reviennent le 1er mai ou bien fin mai dire que... Non. Cette question-là, sa réponse est immédiate. Dimanche 1er mai, l'annonce sera effective. La mise en application commence le 1er mai 2022. Mais puisque le chef de l'État a parlé aussi des agents retraités, retraité, je vais dire, non, vraiment, assurance, Monsieur le Président Talon, félicitations. Mais si on me met jusqu'en novembre prochain, est-ce que c'est que je vais rester ici jusqu'en novembre prochain? Qui c'est qui va rester là jusqu'en novembre prochain? Moi, je suis dans l'immédiateté. Donc, voilà ce que je voulais vous répondre. Et dans ce contexte, il y a la CSTB qui projette une marche ce 1er mai justement pour plusieurs motifs. On a lu par exemple multiplication des points péages, augmentation des impôts, cherté de la vie, insécurité et tout. Je ne veux pas dire que c'est un foutu, mais il y a plusieurs motifs. Est-ce que vous comprenez le sens de cette marche, M. Togino? Non, moi je ne suis pas de la CSTB. Vous voulez me compliquer la situation. C'est juste une question, elle est toute innocente, rassurez-vous. Il n'y a aucun piège là-dedans, c'est juste une question. Non, c'est un véritable piège. Non, vous qui posez la question, je ne dis pas que c'est vous, c'est un piège. Mais lorsque la question m'est posée, je trouve que c'est un piège. Pour la simple raison que je ne suis pas de la CSTB.
Je n'ai jamais milité pour la CSTB. Mais vous êtes syndicaliste? Non. Vous connaissez, vous connaissez la lutte syndicale? Les motifs peut-être d'une marche, d'un mouvement et autres. Si c'est mon syndicat qui projette une marche, qui projette une activité syndicale, je comprendrai. Il y a aussi d'autres... L'intérêt n'est pas celui des travailleurs finalement? Il y a certaines organisations syndicales qui, quand elles veulent mener des mouvements, on comprend aisément. Par contre, celle dont vous parlez, moi, je ne connais pas leur orientation syndicale. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas l'orientation syndicale de la CSTB? Moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas dedans. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous n'êtes pas dedans, d'accord, mais vous avez milité pendant très longtemps aux côtés de votre camarade. Vous ne pouvez pas dire que vous ne maîtrisez pas le contenu des luttes de vos camarades. Madame. Finalement, c'est effectivement l'intérêt des travailleurs là, si vous ne voulez pas... Non, chaque organisation syndicale a son idéologie syndicale. D'accord? A sa façon de faire. Si il y a un sujet préoccupant, on met ça comme revendication. Et sur la base de ça, on évolue. On fait tous les mouvements, tout ce qu'il faut faire pour satisfaire ça. Mais lorsqu'on fait une multitude de revendications, c'est difficile à décerner. En fait, c'est justement l'objet de ma question, M. Todjinou. Vous l'avez effectivement pris comme un piège alors que l'intention n'était pas du tout là. Est-ce qu'en mélangeant les revendications, on va pouvoir trouver satisfaction? C'est l'issue, au fait, C'est à ceux-là qu'il faut poser la question. Je vous ai décrit ce que c'est. C'est une préoccupation majeure. Par exemple, passer de 9 mois à 12 mois, la rémunération des aspirants. Ah, on sait que ça, là, c'est précis. Le gouvernement doit pouvoir tabler dessus. Si on constate que le coût de vie au Bénin est très difficile et qu'il faut augmenter les salaires, voilà un point précis. Mais une multitude de revendications, jusqu'à 100 points par exemple, ce que vous dites là, ça devient réel. Est-ce qu'on pourra satisfaire? Si bien qu'on sera dans cette perpétuelle lutte. Bon, et je ne peux pas empêcher une organisation syndicale d'être dedans. C'est tout. Puisqu'on parle du 1er mai, M. Todjinou, qu'est-ce qu'il représente en général pour les travailleurs et comment devrait-il être célébré? Là, c'est important comme question. Que représente le 1er mai? Ça, on est en train de commémorer les premiers courageux, les premiers, disons, travailleurs courageux qui ont bravé l'autoritarisme des employeurs jusqu'à obtenir un certain résultat. Et ça a mené les Nations Unies à instaurer une journée pour fêter ça. Alors, le 1er mai, pour moi, ça doit être une journée de réflexion sur la vie des travailleurs, sur la vie même des populations, du peuple, comme on le dit. Oui. Parce que les gens pensent que quand on lutte là, c'est toujours pour satisfaire les travailleurs eux seuls. Non, pas du tout, pas du tout. Vous allez constater que dans mon pays, les travailleurs étaient pour beaucoup de changements politiques dans notre pays. Si vous prenez la lutte syndicale, les cheminots, comme on le dit dans mon pays, c'est pratiquement les premiers syndicats de lutte dans notre pays. Les travailleurs. Oui, ça a contribué à changer beaucoup de choses dans mon pays. L'organisation syndicale des enseignants dans mon pays, ça c'est très très important. Vous avez vu en 1963 ce qui s'est passé, on a renversé le premier président démocratiquement élu dans mon pays. Vous avez vu un certain nombre de changements. En 1990,
c'est les travailleurs qui ont forcé la conférence nationale. Vous voyez, aujourd'hui, maintenant, on a oublié complètement le rôle que les travailleurs ont joué. Complètement. Je dis bien complètement. Donc, le rôle que les travailleurs ont joué pour, satisfaire les travailleurs, satisfaire le peuple, et maintenant, changer le cours des événements politiques, c'est très important. Donc, les travailleurs ont joué beaucoup de rôles. Et je dis, ce que représente le 1er mai pour les travailleurs, c'est une sorte de réflexion. Non, d'abord, une sorte de mémoire à célébrer, à maintenir des travailleurs, des premiers travailleurs qui nous ont aidés à nous, pour améliorer jusqu'à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Mais je viens de dire, ça donne beaucoup de choses et j'ai cité les différents choses. C'est pas parce que quand on fait ça, c'est pas pour devenir président de la République. Il y a des exceptions, oui. C'est pas pour devenir ministre, c'est pas pour devenir DG. Nous, on est toujours pauvres ici en faisant la lutte. Mais dès que les fruits portent, les politiciens récupèrent ça rapidement et en deviennent des champions. C'est pourquoi je dis, la lutte qu'on a menée de 1984 jusqu'en 1989 pour déboucher sur 1990, personne n'en parle. Les politiciens se sont accaparés des résultats pour devenir, oui, mais c'est nous qui avons fait ceci, nous avons fait ceci. Le rôle que... Mais vous étiez présent, vous les avez peut-être laissé faire aussi. Pas vous, M. Todjinou, excusez-moi, vous les avez laissé faire. On va faire quoi? Nous, on lutte pour le bien-être du peuple béninois. Ce n'est pas pour devenir président, ministre, directeur, non. La preuve, à la conférence nationale, j'y étais, mais on a joué un rôle particulièrement important. C'est nous qui avons rencontré, fait une délégation que je dirigeais pour aller rencontrer le feu Monseigneur Douza au stade de l'amitié pour dire non, si on ne proclame pas la souveraineté de la conférence, nous on se retire. Il dit, hey, mes fils, ne faites pas ça. On va convoquer la plénière pour ce soir à 15h. Ne faites pas ça, vous ne pouvez pas vous retirer. Parce qu'il sait que si on se retire, la conférence a échoué. Mais ça là, personne n'en parle. Personne n'en parle. Donc voilà, ces trucs-là marquent, c'est-à-dire, chaque fois que nous allons nous retrouver au 1er mai, nous devons rappeler tout ce que nous avons fait comme ça. Donc c'est une journée de réflexion. C'est une journée aussi festive, parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de faire cette lutte-là, d'amener les différents gouvernements, les différents employeurs à accepter un certain nombre de choses. Donc, après avoir mené la lutte, il faut quand même qu'un jour, on réfléchisse et qu'on fête. C'est ça l'essentiel de la fête du 1er mai. Bon, aujourd'hui, au 1er mai, pratiquement, on constate que ça ne donne plus la ferveur. Avant... Qu'est-ce que vous reprochez justement à la célébration après vous? De ce dimanche? Du 1er mai. Oui, mais... Vous avez dit que ça ne donne plus la ferveur. Oui, parce que... vous avez certainement connu. Parce que vous allez constater que depuis un certain moment, les manifestations publiques sont réduites à leur simple expression. Et on se pose la question de savoir est-ce qu'on veut fêter ou on ne veut pas fêter, et ainsi de suite. Même les fêtes ordinaires. On n'a jamais interdit à une organisation syndicale de faire une fête, M. Todjinou. Mais pour fêter là, il faut en avoir les moyens d'abord. Deuxièmement, il faut avoir
Mais c'est vous qui voulez fêter, donc vous vous donnez les moyens. Il faut avoir la sécurité nécessaire, la paix dans l'âme pour aller fêter. C'est ça la réalité que nous avons. Je crois que vous comprenez plus que moi-même. Parce que moi, je suis à la retraite, vous êtes en activité. Donc, vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Il faut... L'objectif, ce n'est pas que moi je comprenne, mais que les téléspectateurs, ceux-là ils comprennent. Ils comprennent. Ne parlez pas à des moments non plus. Attendez. Moi, je crois que ceux qui veulent comprendre là, ils vont comprendre. Il y a des gens qui sont dans une position figée. Que ce soit bon ou mauvais, tout est mauvais. Moi, je ne suis pas dans cette posture. Quand c'est bon, je le dis, même si c'est mon ennemi qui a fait quelque chose qui est bon, je dis, ça c'est bon. Félicitations, mon ennemi. Et puisque, M. Todjino, vous parlez de ce que représente le 1er mai, vous avez apprécié tout à l'heure la lutte syndicale, je vais vous poser la question de savoir votre appréciation du syndicalisme sous la rupture. Bon, j'ai toujours l'habitude de dire quelque chose. La lutte syndicale dépend des contextes du pays. Il y a des pays où il n'existe même pas de syndicats. Il y a eu même où la notion syndicale là, est inconnue. Inconnue. Alors, dans ces pays, le mouvement syndical est écroupé. Lorsque vous venez au Bénin ici, vous me demandez d'apprécier les activités syndicales sous le régime. Je dis, ça dépend du contexte. Si dans mon pays, la lutte n'a pas été suffisamment efficace pour empêcher certaines lois d'être votées, on ne peut qu'assister à ça. Donc vous pensez que ceux qui sont là en sont un peu amorphes par rapport à la lutte? Non, pas du tout. J'ai dit, je reviens en arrière pour dire, la lutte syndicale dépend du contexte du pays. Si le contexte est favorable pour une lutte syndicale porteuse de fruits, ça ira. Mais si, je vais vous donner un exemple, mais lorsqu'on me dit que dans une année, vous n'avez droit qu'à 10 jours de grève, encore que moi, si j'étais là, j'accepte les 10 jours. Mais on va faire des moments de grève. Je ne veux pas développer ça. 10 jours de grève, on m'a accordé par an, non. Mais par mois, je ferai des activités tous les jours parce que j'ai plusieurs syndicats. Mais est-ce qu'il faut faire des activités sans objectif? C'est-à-dire c'est à cause des revendications que je fais des activités, non. Donc, je ne peux pas me lever seulement et dire je vais embêter le gouvernement et faire. Non, c'est insensé. D'où ma précédente question, M. Todjino. Est-ce que vous pensez que celle-là qui est là, je parle de cette génération, de ces nouveaux responsables syndicaux, sont amorphes? Et je réponds toujours pas la même réponse. Je dis, la lutte syndicale dépend du contexte du pays. C'est tout. Si vous ne retenez pas ça, si ceux qui critiquent aujourd'hui ne reconnaissent pas ça, ils seront toujours en erreur. Bon, quel est le contexte alors du pays? Mais je vous ai donné un exemple, je vous ai déjà donné un exemple, j'ai dit mais 10 jours de grève par an. Et vous avez dit qu'il faut faire, si vous étiez à leur place, vous aurez fait des activités. Oui. Donc ils sont inactifs. Je ferai des activités, je ferai faire des activités pour me faire entendre. Mais ce n'est pas sur votre micro que je vais développer cette stratégie-là, qui ne sont que des stratégies syndicales. Oui, qui ne sont que des stratégies syndicales. Ceux qui sont allés dans l'école de formation syndicale, ceux qui ont pratiqué le syndicalisme, ceux qui ont suivi les différentes étapes pour maîtriser le système syndical,
ils savent de quoi je parle. Encore que là aussi, si vous n'avez pas toute la stratégie, toute la technique, vous allez vous perdre. Et, conséquence, on viendra vous chercher pour aller vous envoyer au Youf. Vous connaissez ce qu'on appelle Youf? La prison. Vous irez en prison pour rien. Et faudrait-il alors réinventer cette lutte dont on parle au regard du pouvoir en place? Là, je parle du contexte général. Ça dépend des organisations. Vous avez dit ça dépend du contexte. J'ai dit ça dépend, en ce moment, ce que vous venez de dire là, ça dépend des organisations syndicales dont je ne suis plus membre actif. Non, mais je ne vous mets pas dans une organisation non plus. Je demande, est-ce qu'il faut réinventer la lutte? C'est-à-dire penser autrement compte tenu du pouvoir en place. Ça, je pense que c'est une question assez large, hein, Monsieur Todjinou, qui n'est pas figée. Moi, je dis, dès que vous avez posé cette question, je dis, ça dépend. Ça ne dépend pas en ce moment du contexte, mais ça dépend des organisations syndicales, des dirigeants, des leaders syndicaux. Ça dépend. Et pensez-vous qu'ils font le job alors? Comme vous refutez pas, vous esquivez toutes les questions, est-ce que vous pensez qu'ils font le job? Ils le font. Et vous en êtes-vous fier? Mais pourquoi vous voulez que vous voulez apprécier moi? Puisque c'est vous qu'on a sur le plateau, justement, monsieur. Non, je crois que c'est bon ce qui se fait. C'est bon. Et je crois... Il n'y a rien à redire par rapport à ce qu'ils font? Non, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est sur ce plateau que je vais me mettre à déchiffrer point par point un certain nombre de choses. C'est pas digne d'un vrai syndicaliste. Oui. Et il y a des choses aussi qu'on ne dit pas en public. Ça risque de froidir l'élan des intéressés. D'accord. Oui. Par exemple, il y a des choses que le gouvernement fait que, en tant que Béninois, je ne peux pas dire à l'extérieur. Mais en intérieur, je peux dire ce que vous faites là, c'est bon, ce que vous faites là, c'est mauvais. En tant que Béninois. Donc, en tant que syndicaliste, il y a peut-être des erreurs que je ne peux pas évoquer sur un plateau de télévision de bien écoute. Ou si il y a certaines choses qui se font très bien, bon, à la limite, on peut évoquer ça pour encourager. Mais ce qui est mauvais, venir développer ça ici, ça va décourager. Parce qu'ils savent que le camarade Todjinou qui est sur le plateau là, c'est un véritable militant syndical. Mais s'il y a des erreurs de ce genre-là, il ne faut pas aller livrer ça au pouvoir. Parce que, en parler ici, à E-Télé, je me rappelle, un jour, vous étiez en débat ici, à E-Télé, et le chef de l'État lui-même est intervenu. Oui, il est intervenu. Ça veut dire qu'il écoute. Ah, il écoute, mon vieux. Comme c'est l'affaire du 1er mai aujourd'hui, il va ouvrir les stations où on est en train de dire certaines choses-là. Il va pointer E-Télé pour dire, qu'est-ce que M. Todjinou est en train de dire là? Il va écouter. Il va prendre certains éléments. Mais moi, je vous pose la question, étant donné que vous, M. Todjinou, feu M. Lokossou et bien d'autres, vous avez habitué les Béninois à une certaine vivacité, je vais dire. Je dis, la lutte syndicale dépend du contexte. Si on s'entend sur ce minimum-là, je ne peux pas me mettre à apprécier mes jeunes collègues qui ont pris la relève dans une certaine position donnée. Non, moi je ne le ferai pas. Moi personnellement je ne le ferai pas. D'autres peuvent le faire, hein, mais moi non. Parce que je comprends leur souffrance actuelle. Oui. Peut-être que si moi-même j'étais dans les mêmes conditions, je ferais la même chose qu'eux. Donc vous pensez qu'ils tiennent la dragée haute et que la relève non, avec eux, elle est assurée? Ils continuent de lutter. D'accord. Et puisqu'on parle de ces centrales et confédérations, à l'issue des dernières élections, M. Todjinou, vous savez que cette question allait venir. La CGTB n'a malheureusement pas pu tirer son épingle du jeu. Elle n'est pas représentative. Elle existe toujours, mais elle ne prendra plus part
aux négociations officielles. Vous avez été déçu, M. Tadjino? Bien sûr. Si je n'ai pas dit que je n'ai pas été déçu, ça sera de l'heure. J'ai été déçu parce que je ne m'attendais pas à ces résultats pour la CGTB. Parce que la lutte a été âpre pour réunir beaucoup d'organisations syndicales dans la Confédération. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé et on en est arrivé là. Mais ça ne doit pas nous décourager. Non, ça ne doit pas nous décourager. On est quatrième, je crois que c'est bien, hein? On est quatrième. C'est un rang aussi honorable. C'est un rang honorable par rapport à quelqu'un qui n'a même pas 1%. Oui. Donc moi, je voudrais vous dire que je suis également déçu et que cette déception n'amène pas à un découragement. Je voudrais demander seulement... Est-ce que ce n'est pas la preuve que, effectivement, vous allez avoir l'impression d'un déjà entendu que la relève n'est pas assurée, M. Tadjino? Que vous avez maintenu la lutte ou bien mené la lutte jusqu'à ce point et juste après une élection que votre syndicat ne puisse plus participer à des travaux majeurs de négociation? Bon, je dirais seulement c'est dommage, mais la vie continue. D'accord. Alors, M. Tadjino, nous allons consacrer la dernière partie de cette émission à évoquer un peu le champ politique. Le 8 janvier prochain, les Béninois iront aux urnes et dans ces préparatifs, il y a la ley qui est en train d'être confectionnée via le RAVIP et tout ce qui se dit là-dessus. Vu vous appartenant à la société civile, quelle est votre position sur tout ce débat qui se mène? Bon, madame, moi je crois que cette question devrait être posée aux politiciens. Alors, à partir de cet instant, moi j'irai aux élections. Je voterai selon ma conscience. Ben, le reste là, les politiciens de mon pays. La vraie difficulté dans cette affaire-là, hein, madame. Oui, dites-moi. Ceux qui sont dans la mouvance aujourd'hui, il suffit de peu de choses, ils vont se retrouver ailleurs. Ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, il suffit aussi de très peu de choses, ils vont se retrouver dans la mouvance. C'est-à-dire développer, M. Tadjino. C'est des gens qui ne sont pas constants. Vous avez entendu quelqu'un, un honorable député, dire si Yahi est à gauche, je suis à gauche. À droite, devant, derrière, et même dans le trou, il va suivre Yahi. Yahi, le président Yahi, je voulais dire, hein, oui. Parce qu'il y a plusieurs Yahi. Yahi, président, est rentré dans le trou. Ils l'ont plus suivi? Tout le monde peut ne pas suivre, mais lui, il doit suivre. Puisqu'il a dit plusieurs fois. Dans ces conditions, moi, je ne peux pas... On ne peut pas m'avancer sur cette analyse-là. Non. 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 Tout ce qu'il faut faire aujourd'hui et qu'il faut inciter pour faire, tout le monde n'a qu'à aller s'inscrire. Tout le monde n'a qu'à aller s'inscrire. En tout cas, c'est ce qui est retenu. Et chacun votera selon sa conscience. Ce qui est bon dans notre pays, nous n'avons pas une certaine Le Pen chez nous ici. Hein? Vous connaissez Marine Le Pen? Hein? On n'en a pas au Bénin ici. Pourquoi cette comparaison? Non, parce que nous, on n'est pas xénophobes. D'accord. D'accord. N'importe qui vient au pouvoir, il est notre président. Donc, à partir de cet instant, je laisse la politique aux politiciens et aux politiciens de carrière. C'est-à-dire, eux, c'est l'Assemblée ou rien. Moi, je connais même au moins 3 ou 4
qui n'ont jamais travaillé quelque part. Il y a un qui a travaillé dans une entreprise et puis bon, il a fini par un endroit là et il est rentré dans la politique. Et depuis ce temps, il est à l'Assemblée là-bas. Et à ce sujet, que pensez-vous alors de la limitation des mandats des députés? Ah non, moi je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Moi j'aurais souhaité même qu'on limite ça tout de suite. Parce que vraiment... Ça serait brusque aussi. Oui, c'est vrai aussi, bon, parce que quelqu'un est habitué à quelque chose, et puis brutalement. C'est comme vous les femmes, ce que vous faites aux enfants brutalement là, c'est ça. Donc si on brutalise ça, des gens peuvent mourir. Il y a des gens qui sont habitués à ça. Il y a des gens qui sont là pour ça. Et ils sont à droite. Dès que c'est mauvais là, ils virent à gauche. Bon, ainsi de suite. J'ai entendu des députés faire certaines déclarations au moment où le président Talon a été élu contre leur gré. Contre leur gré. Ils ne savaient pas le travail qui se faisait à la base. Ils n'ont pas suivi. Et dès que le président Talon a été élu, boum, il fait des déclarations d'allégeance. C'est pour cela que je voulais dire au président Talon de faire beaucoup attention. Mais je sais qu'il est particulièrement intelligent pour faire beaucoup de discernement. Ceux qui l'ont rapidement entouré, très rapidement, ils se sont retrouvés à des endroits rapidement. De faire beaucoup attention. D'accord. Alors, M. Todjino, ce sera peut-être ma dernière question. Puisqu'on parle du chapitre politique, est-ce que vous envisagez embrasser cette carrière quand vous êtes à la retraite? À mon âge? La politique n'a pas d'âge non plus. Ah, moi, je sais que je n'ai plus... Moi, je n'ai jamais aimé faire la politique. Vous nourrissez des ambitions pour la présidentielle, là, à votre âge. Présidentielle. Vous êtes presque éliminé. Ce n'est pas des rabougris comme moi qui peuvent devenir président. Non. Je crois que nous devons faire particulièrement attention dans les ambitions que nous ambitionnons. Pour moi, personnellement, je n'ai pas fait... je peux aider des gens et je le fais. Vous ne voulez pas vous retrouver sur une liste pour les législatives, les communales, même les locales, chez vous à Bono alors? Non. La première mandature de la décentralisation, tous les doyens se sont réunis pour dire que c'est moi et mon grand frère Leguidi. Et j'ai refusé. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pascal Todjino. Vous êtes l'ancien secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Avec vous, nous avons parlé en substance de cette séance de travail avec le chef de l'État et les responsables syndicaux. Pareil pour le sens du 1er mai et également autres sujets. Monsieur Todjino, nous sommes en train de partir. Je vais vous laisser le temps de conclure cet entretien. Madame, vraiment, je voudrais vous remercier pour m'offrir cette opportunité de présenter bonne fête à tous les travailleurs. Et féliciter aussi le chef de l'État pour pouvoir initier sans trop de heurts cette rencontre, sans trop de pression, annoncer qu'il va augmenter le salaire des travailleurs. Je voudrais le remercier. Remercier tous les militants syndicaux et dire à celles qui ne sont pas encore représentatives que la lutte continue. Alors, je voudrais vous remercier aussi et vous souhaiter bonne fête de travail. Merci, M. Todjino. Bonne fête à vous. Et souhaiter que votre patron, que je ne crains pas, votre patron puisse augmenter votre salaire aussi parce que vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup, il faut qu'on sente que ce beaucoup-là se sent aussi dans le niveau des salaires. Voilà.
bonne fête. Il y a fin essentiel. Merci à vous, Monsieur Todjino. Bonne fête également à vous, mesdames et messieurs. Bonne fête chez vous. Merci de nous avoir suivis. Votre patron puisse augmenter votre salaire aussi parce que